Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumais, vice-président en communication de l'AQPF, et bienvenue à cet épisode de Registre familier, le balado où l'AQPF délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Cette semaine, on commence une série de rencontres un peu spéciales. On va à la rencontre du conseil exécutif de l'AQPF et des présidences, et on commence avec Caroline Auger. Salut Caroline! Bonjour Antoine! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Alors, on va commencer avec une présentation. Bon, vous voyez à quel point je suis content de recevoir ma collègue, mais elle m'a mis au défi de la surprendre avec sa présentation. Donc, je vais essayer de la surprendre aujourd'hui avec sa présentation. J'espère que je vais y arriver. On donne dans l'authentisme aujourd'hui. Gentiment nommée Phoenix par les membres de sa section. Caroline est la présidente de la section Mauricie Centre du Québec de l'AQPF. D'un point de vue plus personnel, elle est pour moi un maître Jedi pour arriver à équilibrer la recherche avec sa maîtrise sur les pratiques en évaluation et sa pratique enseignante en le faisant le plus authentiquement possible et je dis dans un merveilleux chaos. Ce qui, je crois, va ressembler à ce qu'on va faire en ce moment dans ce balado. Elle est aussi l'unique raison pour laquelle j'ai commencé à m'impliquer à l'AQPF. Donc, je trouvais que c'est important de le souligner. Et c'est elle qui a eu l'idée originale pour notre titre de balado. Donc, si on a aujourd'hui Registre familier, c'est grâce à elle. Pas prêt? Hey, c'est une belle présentation, ça. Merci. On dirait que, en fait, ma présentation donne l'impression que je suis quelqu'un de super organisé, ce qui est quand même particulier. Merci. Ben, quand même. J'ai des drôles de choix, hein, quand même. Mais oui. oui. Mais tu sais, dans tout ce que tu disais, en fait, le secret là, de tout ça, là, de cette ultime biographie, hein, ça a été dur à dire, ben, c'est que je suis pas active égale partout. Là. Je sais pas si on va en reparler plus tard, mais tu sais, la recherche, la pratique, il n'y a pas de secret. Là, il a fallu que je priorise à un moment donné. Là, pour l'instant, on est beaucoup dans la QPF. Mais c'est ça, tu sais, tout me prend pas un temps fou tout le temps. Là. Je suis pas 3 fois à temps plein. Je suis un humain là, comme tout le monde. Ben, Quand même. oui, mais c'est pour ça que je disais Maître Jedi. Je trouve que moi, en début de parcours, Ah, en début de parcours de tout, là, enseignant, étudiant à la maîtrise, d'arriver à trouver cet équilibre-là, puis être capable de passer de un à l'autre, puis d'utiliser les deux, je crois, de façon vraiment complémentaire. ah, merci. Alors oui, je vais continuer à lancer des fleurs pour la prochaine demi-heure de balado. OK, je suis super à l'aise. Vous êtes avertis. On va continuer justement un peu à propos de ta recherche, mais qu'est-ce qui t'a amené? Parce que dans le balado Registre familier, on va beaucoup parler à des professeurs, à des chercheurs, à des gens aussi de la recherche en éducation, mais qu'est-ce qui t'a amené vers la recherche alors que tu enseignais déjà au secondaire là, depuis quand même quelques années? En fait, mon début de carrière était un peu chaotique parce que je me cherchais beaucoup. En fait, je me cherchais pas juste moi, je cherchais ma voix parce que j'avais l'impression que d'une place à l'autre, quand je commençais à travailler, j'étais tout le temps limitée dans mes actions comme professionnelle. Il y avait tout le temps quelque chose qui manquait. C'était frustrant. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent d'ailleurs des enseignants, qu'ils se sentent frustrés parce qu'ils sont pas capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'était mon cas dans mes premières années d'enseignement. J'ai essayé de passer, de changer de milieu, j'ai changé de clientèle, j'ai changé de mission même, là. J'ai fait un petit bout dans le communautaire. Je trouvais pas plus. Puis finalement, il y a une de mes filles, ma plus vieille, qui a des diagnostics multiples et qui avait besoin d'aide et personne n'arrivait à l'aider. Donc, c'est comme ça que je suis revenue, que je suis retournée à l'université presque sur un coup de tête parce que si personne ne pouvait aider mon enfant, ben moi, j'allais réussir à trouver la manière de l'aider. C'est comme ça que je suis entrée en recherche, ce que je ne pensais jamais faire de ma vie. Là. Je pensais pas que je ferais une introduction dans le deuxième cycle. J'étais vraiment trop dans la pratique pour ça. Mais pour vrai, c'est mon enfant qui m'a fait prendre ce virage-là. C'est vraiment intéressant d'entendre.
Merci. Mais tu sais, en même temps, ce virage-là a été bizarre parce que je pensais sortir de l'éducation. J'ai fait mes préalables pour entrer en orthophonie. Puis quand j'ai voulu commencer à travailler sur le médium littéraire pour ma maîtrise en orthophonie, c'est là qu'on m'a dit « Oh non, mais ça, t'es peut-être mieux d'aller en éducation. » Et j'ai rencontré notre directrice de recherche à tous les deux, Priscilla Boyer. Puis finalement, c'est comme si j'étais sortie comme un boomerang. Là, je suis sortie puis je suis revenue dans le domaine. Tout ça est presque un paquet d'accidents, finalement. Priscilla va être un facteur commun, je pense, de plusieurs gens qui vont être entrés aux études supérieures. Ben oui, mais en même temps, c'est une inspiration. Là. Moi, je pensais que les chercheurs étaient très théoriques. Puis j'ai rencontré des humains en recherche. Puis le premier humain qui a vraiment été marquant pour moi, c'est Priscilla Boyer. Donc, ben, on va prendre le temps de la remercier. Ah, merci Priscilla. On t'aime. Merci. On espère t'avoir bientôt aussi dans le balado. Ah, ah. Et pour terminer cette présentation, j'aimerais te demander un objet culturel, quelque chose qui a été marquant pour toi dans ton parcours. Donc, un objet de culture, un élément culturel qui, c'est ça, t'a marqué dans ton parcours, que ce soit d'enseignant, ton parcours d'élève, d'étudiante. Ben, écoute, je vais te parler du dictionnaire. Puis là, je vois déjà des yeux qui virent à l'envers, là, un prof de français puis un dictionnaire, vraiment. T'es allé chercher ça loin. Mais pour vrai, oui, j'étais allée le chercher dans mon enfance, ce dictionnaire. Parce que quand j'avais 7-8 ans, j'étais déjà bonne en écriture. Et mes parents voulaient me pousser à aller plus loin, là, notamment dans le domaine du lexique. Donc, mon beau-père, quand je trouvais pas comment un mot s'écrivait, déjà à 7-8 ans, sans dire un mot, il allait chercher le gros dictionnaire vert avec la page couverture en cuir. La vieille version 1985 du Larousse. Là, quand on l'ouvre, on a l'impression qu'on ouvre un grimoire qui contient l'ensemble de l'humanité fois deux. Puis de mon point de vue de petite fille de 7-8 ans, c'était épouvantable comme recherche. Ce qui fait que, au lieu de chercher juste le mot que je voulais écrire, ben, je me perdais dedans. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à lire aléatoirement des pages du dictionnaire, puis à réaliser qu'il n'y avait pas juste des mots dedans, qu'il y avait vraiment de l'histoire, là. On trouve des noms, des expressions, tout existait dans le dictionnaire. Puis quand moi, je suis devenue enseignante plus tard, là, ce dictionnaire-là fait partie de mon héritage. Là. Il est rendu chez nous, puis personne n'a le droit d'y toucher, parce que ça a été le gros dictionnaire vert. Là, quand moi, je suis devenue prof, j'ai réalisé que mes élèves ne savaient pas que les dictionnaires ont une personnalité. Fait que plutôt que de juste leur apprendre à chercher dans le dictionnaire, ben, je les présente d'abord parce que ben, on a Robert qui est plutôt littéraire, qui a une chemise, qui a tout le temps un veston, puis qui va nous trouver les mots anciens qui vont être avec les mots nouveaux. On a le multi, qui est le rebelle du lot, qui va nous sortir les nouveaux mots qui vont arriver bientôt, même qui ne sont pas tout à fait acceptés parmi les néologismes, tu sais. Puis on a le Larousse qui va nous sortir tout plein de belles images, plein d'histoires encyclopédiques. Fait que plutôt que de leur dire quoi chercher dans quoi, je leur dis quoi chercher dans qui. Parce que finalement, ces dictionnaires-là ont leur personnalité. Puis pour vrai, je pense que ça manque comme culture, ça, dans nos classes de français, d'autant plus depuis qu'on les fait chercher dans Usito, parce qu'ils travaillent de plus en plus en ligne. Là. Le dictionnaire a comme plus de personnalité, trouves-tu? Ouais. Puis, tu sais, quand tu parles de Usito, en plus, pour moi, quand on sait un cours en linguistique sur l'histoire de la langue québécoise, on utilisait Usito justement pour sa touche euh, de néologisme plus québécois ou de ce qu'on aurait appelé des régionalismes, mais qui faisaient partie davantage de notre vocabulaire à nous. Puis je pense que c'est là que j'ai réalisé que tout dictionnaire ne s'équivalait pas, sauf le multi pour toute sa partie grammaticale, mais j'avais jamais pensé à les nommer comme ça. Je Ben, vais prendre des notes. en leur découvrant une personnalité, finalement, on est capable de leur donner chacun leur rôle dans notre vie de scripteur. Que pour les élèves, ça se peut que tu n'aies pas besoin du multi à un moment donné ou que tu aies besoin de plus qu'Usito. Ça se peut que le Larousse te donne plus d'idées.
par rapport à ce que tu cherches. Puis de la même manière que mon gros dictionnaire vert a dans mon imaginaire à moi une moustache puis un gros air sévère, je pense qu'on peut quand même les rendre beaucoup plus sympathiques là, qu'ils pensent finalement aux Oui, élèves. qu'un simple outil froid C'est pour ça. chercher des mots. Ben, c'est pas juste un livre, là. Dans le dictionnaire, il y a tous les mots qu'on juge, qu'on juge statistiquement euh, utiles à écrire l'année même de leur écriture. Mais ça, c'est important là, parce que ben, les faire chercher dans un dictionnaire de 1992 versus le 2022 qui vient de chercher aussi, qui vient de sortir aussi, ça peut être super, super intéressant. On tombe dans l'histoire de la linguistique puis dans l'évolution de la langue que tu sais qui m'interpelle beaucoup plus là, que sa norme. L'objectif aujourd'hui de cette série d'épisodes-là, c'est vraiment de faire le portrait des gens qui travaillent pour la QPF, qui s'impliquent, puis qui sont en même temps le cœur de l'organisation pour être capable de s'assurer que les congrès fonctionnent, les publications, qu'il y a de la vie à la QPF. Oui. Donc, j'ai une série de questions un peu pour voir ton parcours à travers la QPF. Avec la première, donc, depuis quand es-tu à la QPF? Je suis entrée à la QPF en 2017. Tu veux que je l'aborde, hein? Ben, je m'en allais Est-ce dire que que tu trouves ça super drôle? ben, oui, je trouve ça drôle parce qu'on est entré à la QPF techniquement la même année où je t'ai croisé au congrès à Québec. Oui, ben en fait, j'ai pas su ce qui m'est arrivé quand je suis entrée à la QPF. C'est encore, tu sais, quand je dis que ma carrière est une suite de drôles d'aventures, on dirait que c'est tout le temps des accidents. Katia Pelletier, notre présidente actuelle, était dans ce temps-là la présidente de la section Mauricie-Centre du Québec. Puis, ben, elle avait besoin de quelqu'un dans sa section. Donc, elle en a parlé à Priscilla Boyer, notre directrice de recherche. Puis elle a cherché quelqu'un qui allait s'impliquer, puis qui était prêt à en prendre, là, puis à apprendre. Puis ça, ben, Priscilla m'a imaginé dans le titre, on dirait. Fait que j'ai rencontré Katia la même soirée que j'ai rencontré sa section et le lendemain, elle me disait, ben là, je vais prendre la présidence par intérim de la QPF. Donc, est-ce que tu voudrais prendre maintenant la section? Fait que, au jour 2 de ma participation à la QPF, je devenais présidente de la section Mauricie-Centre du Québec et coordonnatrice de l'événement de 2020 qui s'en venait là, plus tard. C'était absolument ridicule, honnêtement, maintenant qu'on en parle. Mais, mais c'est comme ça que je suis rentrée à la QPF. Par contre, est-ce que tu avais déjà entendu parler de la QPF? Parce que tu disais que tu étais déjà dans le milieu, ça faisait déjà quelques années que tu enseignais. Est-ce que c'est une Oui. organisation de laquelle tu avais entendu parler ou c'est vraiment comme page blanche et les premiers pas arrivent au congrès avec Katia et Priscilla là, qui t'expliquent un peu c'est quoi, puis bang, la présidence? Je connaissais la QPF quand même. J'avais déjà participé à un congrès comme congressiste. Je connaissais aussi la QPF par ses nombreux textes. Là. Ça fait, elle avait quand même 50 ans, la QPF, à ce moment-là. Donc, il y avait quand même quelque chose là, à la connaître. Dans mon bac, on m'en avait parlé à quelques reprises. Mais je m'étais jamais imaginé jusque-là entrer dans le monde associatif. Déjà, le monde de la recherche, c'était tout nouveau, tu sais. J'étais occupée, moi, avant ça, à être une mère et une enseignante. Je ne me donnais pas de mission, mais je l'ai acceptée avec joie parce que j'aimais les missions que se donne la QPF. Là. Ça, c'était déjà ancré en moi, bien avant de prendre le titre. Ça l'a officialisé les tâches qui est en lien avec ces missions-là. C'est ça. Je me suis juste donné un peu plus de mal de tête. Je me suis donné d'abord une signature un peu plus longue parce que tu conviendras que président de la section Mauricie-Centre du Québec dans une signature, c'est quelque chose. Je ne pensais pas un jour vivre ça. Oui, Mais je me suis aussi donné un réseau. On va arrêter de dire de niaiseries. Là. La QPF, c'est un grand réseau.
d'enseignants de français qui sont vraiment super engagés dans la formation continue. Puis pour vrai, c'est un des morceaux qui me manquait en début de carrière quand j'avais cette impression continue d'être tout le temps frustrée dans mon travail. J'avais besoin de gens qui croient en l'évolution continue de notre profession. Fait que j'ai vraiment trouvé ça là, dans mon rôle de présidente de section parce que c'est un rôle qui me mène à rencontrer beaucoup de gens puis à réseauter énormément. Là, donc, ça répondait à un besoin quand même. Ça fait tellement écho, je dirais surtout en début Oui. de carrière. Ben, en début de carrière, mais je te dirais, on a rencontré aussi des gens, toi et moi, à certaines causeries qui n'étaient pas en début de carrière et qui avaient vraiment besoin de ce coup de main-là, juste de se sentir épaulé, de savoir que oui, oui, il y a d'autres gens qui se retrouvent difficilement, là, des fois, dans la progression des apprentissages, que ça peut être difficile, les chicanes de département, que faire évoluer le travail ou les évaluations, c'est Oui. parfois un peu ténébreux, hein, dans nos institutions. Donc, je- oui, en début de carrière, parce que c'est important d'aller chercher un réseau, d'aller chercher des mentors en début de carrière. Je ne vais jamais arrêter de le dire à tous les stagiaires que je croise. Trouve des mentors. Ça va peut-être sauver ta carrière, tu sais. Mais pour tout le monde, là, je pense que même après 20 ans, on a besoin de gens qui rallument la flamme de foi en foi. Puis qui disent, tu n'es pas la seule personne à vivre C'est ça. ceci en ce moment. Exactement. Exactement. Puis ça, c'est une mission que j'aime porter. De pouvoir représenter ma section, parce que, tu sais, au fond, les présidentes de section, c'est ce qu'on fait. Là, je vais plus vite que toi dans tes questions, hein? Et tu sais, notre rôle, c'est d'animer des causeries, c'est de préparer des congrès, puis on y reviendra plus tard, j'imagine, mais c'est aussi de faire de la représentation. Euh, D'être présent quand il y a des événements de formation continue. On en a déjà vu dans notre section là, en lien avec l'UQTR. C'est d'aller chercher les enseignants de français dans leur classe ou maintenant dans leurs ordinateurs, chez eux, pour pouvoir les réseauter ensemble. Ça, c'est notre travail. Et c'est aussi notre travail de les représenter. Donc, quand on co-signe une lettre, ben, on représente à nos yeux notre section au complet. Donc, on ne passe pas tout le temps au vote sur toutes nos idées, mais quand je prends la parole, j'essaie de penser qu'est-ce que les enseignants en Mauricie, Centre du Québec, auraient à dire sur la question. Puis après ça, je réponds. Puis ça, encore plus que la préparation de congrès, là, c'est ce que j'aime le plus de mon rôle. C'est mon rôle de représentation. Surtout en plus que quand même, le Mauricie Centre du Québec, on s'entend que tu as un rôle de représentation dans une section immense. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que on, l'anaudière est à nous aussi. Oui, En oui, je fait, dois dire que je fais partie de ta section. oui, c'est ça. C'est quand même loin. Mais pour vrai, ça s'appelle Mauricie Centre du Québec, mais en réalité, la QPF est séparée en 3 sections. Donc, c'est Montréal et tout ce qui est à l'ouest est une section. Québec et tout ce qui est à l'est est une section. Tout ce qui est entre les deux, c'est Mauricie Centre du Québec. Finalement, c'est assez facile, là. On a séparé le territoire en 3. Ce qui fait quand même que j'ai pu travailler avec toi. C'est quand même un Ben oui. plus d'avoir eu ça malgré notre distance. Mais sinon, tu aurais déménagé, Antoine. Bon. Je sais pas à quoi tu penses, là, mais Non, ben, j'ai parlé plus vite que j'ai réfléchi. c'est ça. Ça t'arrive des fois, mais tu vois, je suis toujours là pour te ramener à l'ordre. Oui, pour me rappeler où est-ce que je suis rendu. Oui, t'es été plus vite que mes questions, mais c'est pas grave parce que je coche au fur et à mesure. Yay! Et mon prochain objectif est quand même de ramener un peu le congrès. Donc, tu l'as dit, comme présidente de section, tu es coordonnatrice du congrès. Oui. J'aimerais un peu voir, c'est quoi ces tâches-là? Parce que, tu sais, on cherche quand même toujours à avoir des bénévoles, des gens pour nous soutenir, pour nous aider. Je veux dire, comme présidente de section, être coordonnatrice d'un congrès, ça ressemble à quoi? Mais là, je te dirais que cette année, post-pandémie, c'est différent un peu parce qu'on est deux. Je suis coordonnatrice, mais j'ai aussi mon homologue de Québec, José Baudouin, qui m'a
co-coordonnatrice dans ce congrès parce que notre congrès de Mauricie Centre du Québec va être sur le territoire de Québec cette année. Donc, pour les 2 prochaines années, on va travailler ensemble, les présidentes, mais normalement, chacun notre tour, nous coordonnons un congrès. Donc, c'est une à la fois. Là, d'abord Montréal, après ça Québec, après ça Centre du Québec. Puis, nos tâches, c'est d'abord de créer une section une section d'officiers qui va nous aider là-dedans, parce que je peux pas faire ça toute seule. Je peux pas préparer moi-même en étant aussi enseignante à temps plein un congrès seul. Donc, il y a des gens, dont toi, pour m'aider là-dedans. D'ailleurs, ces gens-là, je voudrais les saluer et les remercier aujourd'hui parce qu'au moment où ça va paraître, on est en plein rush. Donc, oui, on est dans la dernière course. C'est ça. Merci à ces gens qui m'aident beaucoup là-dedans. Je dois, dès le début, décider des axes. On doit penser à une image. C'est à nous d'aller chercher les commanditaires, d'élaborer le fil conducteur aussi du congrès. Donc, d'essayer de choisir c'est quoi les priorités cette année pour le congrès de la QPF. En plus du congrès, on a le pré-congrès qui ressemble finalement à un bébé colloque. Donc, on a ça aussi à préparer parallèlement. Il faut réussir à gérer tout ça au travers d'une science de l'éducation qui change rapidement. Donc, tu sais, là, par exemple, avec la pandémie, c'est sûr que tout à coup, nos axes ont pris une autre dimension parce que là, cette année, les 28-29 octobre prochains, Château Frontenac, notre thème de la roue réinventée est plus à jour que jamais, là, finalement. On va parler de comment on réinvente l'enseignement du français, mais on va aussi parler de comment on a réussi à le faire, réinventer l'enseignement du français pendant toute cette période de pandémie qui a été dure pour nos élèves, mais dure pour nous aussi. Pour vrai, les profs s'en sont bien sortis, là. Puis on va s'en rendre compte dans les propositions qui m'ont été présentées. Sérieusement, on a un horaire plein de nouveautés, des propositions inédites. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont réfléchi, qui ont testé des choses, puis qui ont réussi à en ressortir du matériel positif, efficace, puis vraiment signifiant pour les élèves. Ça va vraiment être un congrès très cool, notre prochain. Je suis super privilégiée d'être celle qui est à la tête de tout ça. Et pour vrai, je le redis, là, ça ne serait pas possible sans ma co-coordonnatrice, Josée, qui est là tout le temps, qui m'aide dans tout, qui était là pour choisir les propositions aussi, qui a été super généreuse d'ailleurs avec sa section là, de nous laisser présenter notre bébé dans son château. Donc, c'est ça. En gros, là, c'est mes tâches dispersées, disparates, chaotiques de préparation de congrès. On revient toujours à ta présentation. Pour vrai, c'est tellement moi, c'est tellement n'importe quoi au fond. Non, mais écoute, tout a du sens. Donc, on se rappelle que si l'enseignement du français est de façon large, peu importe votre ordre d'enseignement, peu importe comment vous abordez l'enseignement du français, 28-29 octobre au Château Frontenac, c'est un rendez-vous. Ben, c'est un rendez-vous certain. Et j'espère. Là, c'est un rendez-vous qui va être à la fois en présence cette année et en ligne. C'est la première fois que la QPF va donner un congrès en mode comodal. On a vraiment très hâte de se lancer. On est un petit peu nerveux, par exemple, mais on a hâte. Là, on va enfin pouvoir avoir des gens qui peuvent jamais venir. Tu sais, les gens de Sept-Îles, Côte-Nord, vous allez pouvoir, là, vous joindre à nous maintenant. Ça va être merveilleux. Pour plus d'informations, assurez-vous d'aller sur notre site web, donc aqpf.qc.ca, pour avoir les détails, l'horaire, l'inscription. Vous allez tout retrouver, là, les informations sur notre site web. On est bon. On est bon, ça avance bien. On est très bon. Là, on a vu ton passé. On est allé voir quelles sont tes tâches présentement. Oui. Et comme tu l'as dit pour la langue, tu es pour une langue vivante, oui. qui bouge, qui évolue. Je cherchais les mots, je suis retourné dans mes notes. Donc, tu sais, une langue évolutive. Au ballon chasseur, je ne jouerais pas vraiment dans l'équipe de la Grévis, là.
Donc, on va aller plus vers le futur qui bouge. Et quels sont tes souhaits pour notre association? Quels sont tes souhaits pour la QPF? Je t'ai brisé un peu avec Ah, mon ballon oui, chasseur. j'ai l'image de la grand-mère avec le ballon chasseur. Je souhaite à la QPF d'être capable d'aller chercher encore plus de profs, pas juste ceux qui sont toujours avec nous, nos fidèles engagés, mais ceux qui ne sont pas certains de ce qu'ils pourraient trouver. J'aimerais ça que ces gens-là viennent nous voir au congrès, qui nous disent t'es même pas game. J'aimerais vraiment ça. Ils pourront trouver une manière française de me le dire, mais là, on dirait que je trouve pas. Là. J'aimerais ça être mise au défi de, de leur prouver que la formation continue, c'est pas juste plate, c'est pas juste 30 nouvelles heures demandées par le ministère, c'est quelque chose qui fait du bien. Donc ça, ce serait mon premier souhait. J'aimerais ça aller chercher aussi un peu plus de profs du primaire parce que j'aimerais ça que nos enseignants du primaire soient des spécialistes de l'enseignement de la langue. C'est difficile d'enseigner le français, c'est pas juste enseigner des participes passés. Là, les gens disent tout le temps ça. Ouais, parle-nous, c'est juste là, la grammaire. C'est super complexe. Et j'aimerais ça que dès le début du primaire, les enfants aient accès à un enseignement qui est spécialisé, que ce ne soit pas juste les spécialistes du français au secondaire. Et je pense que pour ça, on est capable, nous, d'aider nos généralistes du primaire qui travaillent comme des dieux. En passant, là, moi, quand je les regarde travailler sur 15 matières avec des classes qui ont 10 plans d'intervention puis deux besoins d'aller aux toilettes en même temps, je sais pas, ovation debout maintenant. Je ne sais pas si tu es capable de nous mettre un son d'ovation debout, là, mais ce serait vraiment le moment de le faire dans ton balado. Je le prends en note puis je vais voir si j'ai ça en banque. En tout cas, sinon, tu aurais juste à laisser ce petit bout-là, ça va être merveilleux. J'aimerais ça aussi que notre association québécoise de professeurs de français évolue avec les besoins des jeunes enseignants, qu'on puisse, dès l'université, qu'on n'ait pas besoin de justifier pourquoi c'est une bonne idée d'être membre de l'association. J'aimerais ça que ça soit automatique, qu'on puisse nous aider ce réseau-là à se développer autour de nos jeunes enseignants qui sont si précieux en ce moment particulièrement. Dernière question. Puisque notre mission, ben, tu l'as nommé, on travaille la langue, on a un aspect politique, pédagogique, mais on a aussi la défense de la culture. Oui. Et pour nos enseignants et nos enseignantes, j'aimerais avoir une suggestion, encore une fois, d'un objet culturel, film, documentaire, télévision, musique, littérature, un élément de culture québécoise qu'on pourrait utiliser en classe, qui te fait vibrer, que tu aimes utiliser. Et là, juste un? Ben, un auteur, c'est correct. Parce OK, que un je sais ta auteur. suggestion. Un auteur, j'ai le droit. Bon, moi, j'aimerais ça vous parler de Mathieu Simard, que j'ai découvert l'année passée et que j'ai mis tout de suite dans la liste d'achats pour l'année 2020-2021 qui vient de passer. Je venais de le finir en juin quand je suis tombée amoureuse de son roman Une fille pas trop poussiéreuse. Je l'ai travaillé avec mes élèves de secondaire 5, ça a été un franc succès. C'est vraiment un livre qui est riche en registres, mais aussi qui est riche, très, très, très riche en repères culturels. C'était vraiment merveilleux de voir les élèves découvrir une autre époque que la leur. Et cet auteur-là, Mathieu Simard, il n'a pas écrit juste des livres qui sont pour les plus vieux. Donc, comme ça, là, j'aimerais conseiller Les Pranks pour le premier cycle du secondaire, Une fille pas trop poussiéreuse pour la fin du deuxième cycle, peut-être secondaire 4, mais surtout secondaire 5, parce qu'il y a quand même des scènes un peu osées dedans. Et Les Écrivements pour le collégial, même pour l'université, c'est un livre qui est très beau, qui vient nous chercher dans nos souvenirs, dans nos besoins, dans nos rêves d'adultes. Je soutiens complètement. C'est aussi un auteur que j'adore.
ça a été mon coup de cœur de 2020, puis je dirais que ça reste mon coup de cœur en 2021. Ben écoute, c'est bon signe. Oui, on aime ça. J'espère qu'il va nous entendre. Monsieur Simard, on aimerait ça, vous aussi, que vous nous donniez des nouvelles, parce que, mon Dieu, on vous aime. On va lancer ça dans l'univers. Comme Donc, ça. si quelqu'un qui nous entend connaît M. Simard, un courriel à la QPF, s'il vous plaît. Avec une autre ovation debout. Oui. Il faut vraiment que je trouve ce son. Absolument, c'est nécessaire. Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode de Registre familier avec Caroline Auger, présidente de la section Mauricie Centre du Québec de l'Association québécoise des professeurs de français. Et c'est là où on voit à quel point ta signature est longue. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de ton invitation, Antoine. Longue vie à notre balado de la QPF. Puis, ben, merci pour cette rencontre. C'était vraiment chouette de parler avec toi. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. Et merci de votre écoute. Et en attendant les prochains épisodes de ce balado, n'oubliez pas de visiter notre site web, aqpf.qc.ca, nos différents réseaux sociaux et de partager ce balado. Merci!